Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de m'être invité à cette journée d'études, à ces journées d'études. Je trouve qu'on a un groupe très, très riche et avec beaucoup de bienveillance. J'espère que vous en aurez pas pour mon exposé. J'ai choisi la couleur et le flamboyant aujourd'hui en PowerPoint. Euh, donc, je vais vous parler, mon point de départ pour poser le titre de ma communication, il y a déjà plusieurs mois, c'est que la dernière fois que je suis venu à ces journées d'études, je suis venu avec un jeu de société que nous avons créé avec mes collègues et qui s'appelle Psychonautes et qui permet de tester différents dispositifs d'induction de transe, d'expériences exceptionnelles et de découvrir un petit peu ce qui se passe et aussi les obstacles qu'il peut y avoir autour de ça. Et très souvent, je dis, ben voilà, on a créé un jeu de société sur les trans. Et la réponse des gens, c'est des trans, oui, mais comment, lesquels, en fait? Et pour le coup, j'ai envie de vous dire aujourd'hui qu'on va parler des trans dans tous les sens du terme, toutes les transitions jusqu'au transliminal, qui a été l'objet de mon exposé en mars. Voilà, Simon. Donc, je vais transitionner vers un domaine qui n'est pas du tout un domaine où je suis compétent, hein, et entre le moment où j'ai annoncé mon titre à Antoine et le moment où j'aurai répondu à vos questions, peut-être serais-je passé du statut d'ignorant à celui d'expert, on verra. Ce qui m'importe, c'est le trajet. C'était de faire un petit bout de chemin ici, et j'aime bien habituellement donner des titres assez dystopiques à mes communications. Je vais sur des endroits où je sais pas grand-chose, ça m'oblige à évoluer. Parce que c'est beaucoup plus facile effectivement d'être dans une routine, un recyclage, une imposture intellectuelle, et je préfère en fait me challenger à chaque fois. Et bien sûr, une fois que j'ai fait le titre et j'ai fait le malin, confronté à la tâche, c'est autre chose. Je m'arrache les cheveux, et je soupçonne d'ailleurs Antoine d'avoir abusé de cette pratique. Il y a d'autres choses qui expliquent, d'autres facteurs de capillarité. T'as raison, c'est tout à fait dystopique. Et donc, j'ai vraiment, pour vous dire, je suis passé par la case départ Wikipédia pour essayer de comprendre comment on définissait queer. J'avais envie de travailler sur ce terme là en particulier. Et ce que vient dire Wikipédia, c'est que ça signifie étrange, bizarre, peu commun. Et là, je me suis dit, ah bah cool, ça je connais en fait, ça j'ai l'habitude, c'est comme à la maison. Et, mais c'est une familiarité un peu inquiétante aussi, pourquoi je me suis retrouvé là-dedans. Et du historique, alors c'est Wikipédia, hein, j'ai aucun crédit là-dessus, hein, mais c'est que queer, c'était d'abord employé comme une insulte. Et ça a été revendiqué au début des années 90 par des activistes du mouvement homosexuel américains et qui lui ont attribué une connotation positive. Et c'est donc devenu quelque chose de polarisé, c'est un entre-deux, c'est le support d'un mouvement de revendication en même temps qu'une insulte. Et ça a été appliqué assez largement aux minorités sexuelles et de genre. Vous allez voir, je vais beaucoup mélanger les deux registres. Je sais que c'est pas la même chose, hein. Vous pouvez me reprendre là-dessus, mais le mot queer, en fait, va s'appliquer comme ça. Et ça va désigner toutes les personnes qui ont une sexualité ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité et du cisgenre. Voilà, c'est une définition négative qui peut être donnée. Et alors après, j'ai envie de dire, ces minorités, est-ce qu'elles sont vraiment en minorité dans cette salle? Je ne suis pas sûr, en fait, hein. On va faire un petit sondage, non, même pas la peine. Donc, plutôt que d'identifier une personne comme étant queer ou pas, puisqu'il y a en fait plein de domaines et de manières de l'être, je vais suivre l'anthropologue Emmanuel Thibault, qui préfère parler de queerness, d'une attitude queer. Et il a une interview comme ça dans un livre que je vous ai mis là, Sensibilité queer, espace sécure et spiritualité, très intéressant, avec des interviews de plusieurs acteurs. Et là, c'est un artiste multimédia qui s'appelle Yan Ming et qui définit ainsi la queerness. C'est avant tout un refus de se laisser enfermer dans des ghettos communautaires, quels qu'ils soient. Il s'agit donc d'une attitude et non d'une identité communautariste. Lorsque tu te revendiques queer, tu es ce que tu veux, quand tu veux, et comme tu veux. Tu n'appartiens pas de façon définitive à une communauté ou à une autre. Tu n'as pas de genre, ni même d'état corporel fixe. C'est une définition possible de la chose. Non.
Ah, voilà. On aura l'occasion pour débattre peut-être un tel. C'est bien, je vais me faire. C'est cool. Voilà, vraiment, moi, j'essaye d'amener un point de vue, hein. Après, je sais que je marche sur des œufs cassés, mais bon, voilà. Euh, et donc, dans cette définition, c'est un paradoxe de s'identifier comme queer, d'appartenir à une communauté queer, même si je peux comprendre l'intérêt hein, solidaire qu'il peut y avoir, parce que ça ferait perdre de vue cette dynamique de queerness. Et c'est un paradoxe, en tout cas la façon de se présenter, on n'a pas à le résoudre immédiatement, je vais plutôt chercher à accumuler en fait un certain nombre de paradoxes et à essayer de comprendre quelle pourrait être leur fonction. Et une des voies d'accès, c'est la question des sexualités, des états non ordinaires de conscience et des expériences exceptionnelles associées. J'essaie de jongler entre ces différents termes et je me suis basé sur le travail qu'on a mené cette année avec une étudiante que je vais présenter juste après. Et on a déjà parlé un peu de sexualité hier avec Joël Mignot et on a déjà pu dire que finalement, des actes sexuels communs, ordinaires, pourraient induire des états non ordinaires de conscience. Et elle a présenté le bisou, la pénétration, l'orgasme comme des formes de transe. Heureusement que ça peut fonctionner comme ça. Alors, pour certains, c'est une légère et rapide dissociation qui est parfois difficilement distinguable d'une simulation. Pour d'autres, c'est plus puissant, plus plaisant, et ça les incite bêtement à recommencer, même si c'est parfois des pratiques solitaires. On a des cas de sexualité ordinaire où il va y avoir des expériences exceptionnelles, extrêmement fortes. Et le docteur Jean-Pierre Journan, par exemple, qui est un spécialiste des expériences de mort imminente, a plusieurs cas collectés comme ça d'orgasmes, qu'on appelle aussi petites morts, qui deviennent des expériences spirituelles très similaires aux expériences de mort imminente, voire identiques. Et pour le coup, voilà, on dit que c'est une sorte de portail qui peut être assez puissant. Il y a des actes sexuels non ordinaires, euh, consentis ou non, qui peuvent également induire des états non ordinaires de conscience et des expériences exceptionnelles. Et vous avez également un certain nombre de cas liés, par exemple, à des viols. J'ai déjà eu dans ma clinique des cas comme ça, mais c'est déjà assez présent dans la littérature. Des viols où une façon pour le psychisme de se protéger, c'est par exemple de sortir de son corps. Et donc, on a un paradoxe dans le vécu, c'est que ça peut être l'expérience à la fois la plus tragique de la vie et la plus merveilleuse, hein, puisque protégé d'un certain nombre de choses et dans une liberté incroyable. Il y a d'autres exemples, je vais aller vers... alors, je crois que j'ai... Non, ça c'est plus tard que je reviens là-dessus. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer pourquoi je me suis intéressé à cette question de la sexualité, c'est que récemment, il y a un grand YouTuber qui m'a démarché, en gros, pour intervenir sur cette question assez putaclic de sexualité paranormale. Et donc, je lui ai raconté ce que je suis en train de vous raconter. Bon, il n'en a pas voulu. Bon, et je suis passé à deux doigts de la célébrité, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire comme on peut. Ça finira sur YouTube finalement. Et donc, l'autre exemple qu'on a travaillé, c'est l'exemple du BDSM. Un exemple qui a fait l'objet d'un certain nombre de travaux en psychologie. Donc je vais y arriver. Donc ça, c'est ce que je voudrais raconter. Alors la démarcation, effectivement, pour les sexualités non ordinaires, il y a un petit terme qui est parfois utilisé en littérature qui est kink, qui vient désigner toute pratique alternative opposée aux formes plus traditionnelles, hétéronormatives, sur fond d'hétéronormativité. C'est des définitions qui sont très relatives, hein. Très clairement, on peut pas dire de façon absolue qu'est-ce qui est ordinaire et ne l'est pas. C'est vraiment toujours marqué d'un contexte historique et social, mais bon, ils utilisent ça sur un plan de recherche assez relatif. Donc, pour le BDSM, on a travaillé avec Marine Delbem, hein, qui est maintenant une étudiante en M2, à recenser cette littérature assez nombreuse là-dessus. Et on voit bien que le BDSM, c'est un continuum d'activités qui va comprendre un certain nombre de jeux de rôle rejoint des dynamiques de pouvoir ou d'échange de pouvoir entre des individus qui peuvent être, souvent il y a deux rôles très mis en parallèle, les dominants qui sont aussi surnommés les tops et les soumis qui sont appelés les bottoms, mais vous avez également des gens qui vont alterner entre les rôles et qu'on appelle les switches. Et donc c'est des pratiques qui peuvent être assez extrêmes, qui mettent parfois à l'épreuve les limites de l'individu,
Mais il y a toujours cette question du consentement dans ces pratiques, c'est-à-dire qu'on va respecter les limites de l'autre, elles peuvent être prédéfinies, elles peuvent être révisées en cours de route, il y a un cadre, et ça joue un rôle fondamental au sein des relations BDSM, mais tout simplement pour parler de BDSM, il faut qu'il y ait ce consentement, sinon c'est simplement des violences sexuelles. Il faut noter d'ailleurs que ces pratiques ne sont pas uniquement d'ordre sexuel, c'est un peu le cliché habituel, elles sont pas toujours motivées par la sexualité, et du coup, là, il y a une autre question, quelle est la place des énocs justement dans les motivations? Ce que les chercheurs ont constaté après les praticiens, hein, c'est que ça va entraîner des modifications de l'état de conscience dans les différents rôles, qui vont avoir des effets intéressants. Quand on est clinicien, ça diminue le stress psychologique, ça peut avoir des effets plus puissants encore sur un plan curatif, vraiment santé physique comme santé mentale. J'ai mis quelques-unes des références, mais en fait la littérature est assez immense là-dessus. Et que pour certains pratiquants, la recherche des états non ordinaires de conscience en BDSM est déclarée comme étant la motivation première. Je fais ça pour vivre autre chose. Et à ce moment-là, il est intéressant de distinguer deux types d'énocs en contexte BDSM, selon que le sujet soit top ou down. Chez les tops, l'état de flow, qui a déjà été décrit, alors, j'arrive jamais à faire le nom de Michael voilà. Mais le flow est ce qui est le plus souvent observé chez les tops, et ça va même avoir un petit nom qu'on appelle le DOM space. Voilà, un état de, de, très, très positif, très bien vécu dans la zone, en gros. Dans la communauté BDSM, c'est le mot qui va être employé. Et les bottoms, eux, quand on mesure, hein, d'ailleurs, il y a vraiment des mesures neurologiques et psychophysiologiques, ils vont plutôt présenter une hypofrontalité transitoire, donc moins de barrières, et ça passe beaucoup mieux, avec quelques traits du flow, mais quand même différents, et ça va être appelé le subspace dans la communauté BDSM. Donc déjà, là, il y a des choses qui se démarquent. Et plus largement, quand on s'intéresse à l'ensemble des sexualités kink, qu'on oppose donc à, et c'est l'autre terminologie, à la normativité vanille, hein, voilà. Ces formes de sexualité vont vraiment euh, très régulièrement produire les mêmes résultats, c'est-à-dire ça engendre un certain nombre d'énocs, ça engendre aussi un certain nombre d'effets positifs sur les individus, au-delà même de la recherche du plaisir sexuel qui peut être première. Et on va retrouver des éléments sur l'aspect spirituel qui se dégage de ces pratiques. C'est pas le truc qu'on dirait en premier, hein, le côté sacré qui revient, voire ordalique, une mise à l'épreuve qui a justement des conséquences comme ça, des répercussions spirituelles, d'avancée, d'évolution, de croissance spirituelle chez les individus. Et bon, pour le coup, avec ces éléments-là, on voit que ces recherches sont en train de s'intensifier. Il y a quelques-uns des tabous qui portaient sur ces sexualités alternatives qui sont en train de sauter, et de plus en plus de psychologues et de grandes revues traitent bien de ce sujet. Alors maintenant, je vais prendre les choses par l'autre bout de la lorgnette, hein. Lorsque des individus vont vivre spontanément ou de façon provoquée des énocs, pour des motifs non sexuels, par exemple, je sais pas, faire de la médiumnité, des choses comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des modifications sexuelles, manifestations sexuelles contingentes? Et un exemple qui, moi, me revient en tête parce qu'il est très connu dans l'histoire de la parapsychologie, ce sont les médiums à effet physique. Euh, cette photo-là, d'ailleurs, c'est très rigolo, ça s'est fait à l'Institut métapsychique international à Paris dans les années 1930. Et cet institut métapsychique, bon, il a déménagé depuis, mais il se trouve à 50 mètres d'ici, de cette salle. Donc on accueille un médium qui fait une transe. D'ailleurs, lui, c'est Rudy Schneider et sa transe, c'est de l'hyperventilation. Il fait 140 cycles de respiration dans une minute. Donc c'est extrêmement, extrêmement rapide et il commence à décoller.
et il essaye de produire des ectoplasmes. Donc il essaye de faire en sorte que son corps presque se dédouble, qu'une substance soit extériorisée, substance qui peut du coup aller se promener dans l'environnement, déplacer des objets, etc. Et donc cette photo est prise dans un cadre assez particulier, c'est qu'il y a un appareil photo dernier cri de l'époque qui est automatisé, c'est-à-dire qu'il y a un champ infrarouge. Euh, Dès que quelque chose traverse ce champ, ça actionne le flash de magnésium et la prise de photographie. Donc, il y a des médiums qui s'y sont essayés à tricher et à mettre leurs mains pour essayer de pousser l'objet sans qu'on les chope, et en fait, elles ont été prises en flagrant délit et renvoyées dans leur pays, au QTF, là, des médiums. Et lui, cet Autrichien, là, la photo est prise alors que rien ne bouge. On ne voit pas ce qui obstrue le champ d'infrarouge. Par contre, ça coïncide totalement avec la dynamique de la séance. Et on a, d'ailleurs, j'aurais dû le faire, on a des enregistrements de sa respiration, de la façon dont ça se passe. Euh, ça, Comme ça, et puis à un moment, c'est Olga hein, qui parle à travers lui. D'ailleurs, ça va faire la transition avec la communication de Anouchka tout à l'heure. Et il dit es kommt, voilà, à deux niveaux. Es kommt parce que juste après, il va y avoir un phénomène de psychocinèse, des objets qui se déplacent et la prise de photographie, mais également, il éjacule. Voilà. Il y a un orgasme, enfin en tout cas la, la version biologique de l'orgasme masculin. Et ça, c'est pas juste un cas isolé, c'est un cas très connu, mais beaucoup de ces médiums, dans les grandes intensités de transe dans lesquelles elles rentrent, ou ils rentrent, vont vraiment se rapprocher de l'acte sexuel, mais aussi, et c'est assez rigolo parce qu'on a eu deux occasions d'en parler, c'est souvent comparé à un accouchement. Alors, voilà, il y a une sorte de frontière avec les deux, mais que le médium soit mâle ou femelle, hein, à ce niveau-là, c'est pas du tout genré, il y a il y a cette extrémité du vécu. Donc, il y a cette logique qui s'est mise en place, et puis il y a un autre aspect aussi que moi j'ai retrouvé dans un autre pan de mes recherches. Je bosse sur les personnes qui vivent des expériences qu'elles ne comprennent pas, qu'elles interprètent comme paranormales ou spirituelles, et que dans la littérature on appelle expériences exceptionnelles. Et souvent, quand il y a des expériences exceptionnelles qui sont internes, c'est-à-dire qui modifient, qui sont des anomalies par rapport à la façon dont je me représente mon fonctionnement psychique et corporel. Donc, par exemple, entendre des voix, avoir des sensations de chaleur, de douleur dont je ne comprends pas du tout l'origine et que j'interprète comme venant de l'extérieur, venant d'une autre chose, d'une entité, eh bien, ça peut très souvent basculer sur un ressenti d'ordre sexuel. C'est-à-dire ce parasitage, cette possession qui peut connaître tout un niveau de graduation, va être un ressenti ça jouit par n'importe où. En fait, ça jouit dans mon corps de partout, ce qui est un symptôme aussi interprété de façon psychotique de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres modèles, d'autres contextes où on a pu colorer ces expériences. Et au Moyen Âge, cette dynamique des incubes et des succubes a beaucoup façonné cette rencontre avec des entités qui sont connotées du côté de la sexualité. Et puis, il y a encore plein de gens qui, à travers des paralysies du sommeil ou de ces expériences internes, rejoue ça, sauf que ça va peut-être changer un petit peu. C'est plus des démons, mais ça va être des extraterrestres qui n'ont rien de mieux à faire que des expériences sur la fertilité humaine ou explorer le corps humain par curiosité. Et pour le coup, il y a même une terminologie qui a été mise en place qui regroupe tous ces personnages sous la notion de visiteurs de chambre à coucher. Et je trouve que ça reflète un petit peu aussi la connotation sexuelle. En tout cas, voilà, et dans les expériences exceptionnelles, on ne se débarrasse pas totalement de cette question sexuelle. Et puis, un autre aspect, je renverse à nouveau la perspective, de nombreux courants spirituels ont intégré la spiritualité comme mode d'accès à l'éveil. Et donc, il y a une autre voie d'entrée. L'exemple le plus connu, je pense, en Occident, c'est le tantrisme. Certaines formes de tantrisme, en fait, ont vraiment des exercices ou des consignes au niveau de la sexualité pour développer la spiritualité. Vous avez les travaux de Jeffrey Kripal, notamment son livre Secret Body, Erotic and Esoteric Currents in History of Religions,
qui est très intéressant à ce titre-là, puisque il va montrer qu'il existe en fait, peut-être même tous les courants religieux, ont un rapport à la sexualité qui euh, octroie à la sexualité une fonction spirituelle. Ça peut être tout à fait sous la forme d'une prohibition. Fais pas ça parce que c'est pas bon, mais une prohibition qui est régulièrement transgressée, et c'est pas les catholiques qui vont dire le contraire. Donc, c'est même si on ne c'est pas mis forcément en avant comme ça peut l'être dans le tantrisme, il y a toujours cette question sous-jacente du sexuel et d'un rapport au corps jouisseur qui va être retrouvé, et ça peut avoir comme contrepartie que de nombreux saints ou mystiques vont présenter des normes enfin des déviations par rapport aux normes sexuelles. Je me base sur le travail de George Hansen, dont je vais reparler tout à l'heure, qui est un anthropologue et parapsychologue, et là, je parle de normes sexuelles de maintenant ou de l'époque. Vous avez des orientations sexuelles qui sont considérées comme ambiguës, des comportements abusifs sur les dévots, qui sont très fréquemment associés à des grands saints, des grands mystiques. Et c'est pas l'abbé Pierre qui me dira le contraire. Putain, je me fusille. Euh, et à côté de cela, ils peuvent produire des miracles. Et c'est vraiment, nous, on est censé faire tenir ça dans un même portraits. Ils vont regrouper des centaines de milliers d'adeptes. Je pense notamment à, je ne sais pas si vous connaissez Satya Sai Baba, qui est décédé en 2011, hein, donc c'est extrêmement contemporain, mais c'est un personnage qui a rassemblé des centaines de milliers d'adeptes, et même au plus haut du gouvernement indien, et qui est régulièrement, voilà, il est plus, mais qui a été régulièrement accusé d'abuser sexuellement de ses dévots. Donc là, c'est peut-être pas des choses qu'on a envie d'entendre et qui sont facilement discutées, mais c'est des choses qui, en termes d'observation, sont extrêmement récurrentes. Autre point, ah oui, je l'avais mis avant, mais je l'ai pas dit, c'est que la sexualité je vais le reprendre du coup, la sexualité des sujets psy, hein, dans le champ de la parapsychologie, c'est comme ça qu'ils vont parler des personnes qui régulièrement vont présenter des expériences exceptionnelles ou des performances parapsychologiques. Elle est souvent en dehors des normes sexuelles. C'est aussi un moyen d'expression autre. Et donc, vous allez avoir des travaux qui vont montrer, par exemple, que la médiumnité a été très longtemps associée à des stéréotypes de féminité, y compris chez les médiums mâles. Et la médiumnité, c'est vu comme la passivité, le côté impressionnable, extrêmement sensible. On a eu des petits exemples dans la présentation sur l'hypnose, ça faisait partie des choses. Et donc ces mêmes traits ces mêmes traits qui sont utilisés pour décrire les médiums, permettaient d'exclure les femmes de la vie publique. Sauf que, contrairement à ce que présentent certains historiens comme Nicole Edelman ou Philippe Baudouin, la majorité, ou au moins la moitié des médiums qu'on connaît dans l'histoire, connus, pas connus, etc., quand on a des recensements, étaient des hommes. Donc vous avez, c'est une problématique assez particulière, c'est qu'on a traité de manière péjorative ces hommes médiums en les assimilant à des hommes-femmes dérangés. Je cite entre guillemets, c'était des expressions. Donc c'était vraiment des femmelets, des choses comme ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce discours de discrédit qui a amené un certain soupçon sur la sexualité et le genre de ces médiums a été par la suite récupéré par des historiens de la culture pour dire, mais en fait, la médiumnité était une voie d'émancipation pour les femmes, alors que c'est pas exactement ça. Et ça faisait partie tout à fait de la discussion scientifique, puisque vous aviez des soupçons très régulièrement qui portaient sur ces sujets psy et qui participaient à leur discrédit. Vous avez un exemple en France, encore une fois à Paris, rue Victor Hugo, vous aviez Juliette Alexandre Bisson, qui est sculptrice, qui a hérité de son mari, etc. Et que dès que son mari est mort, a installé chez elle Marthe Béraud, qui était une médium de 20 ans de moins qu'elle, avec laquelle elle a fait des expériences en prenant des photographies, en montant des protocoles qui ont fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais bien sûr, deux femmes mises ensemble pour ce type d'expérience, sachant que la procédure scientifique impliquait vraiment un contrôle, elle la lâchait pas, Marthe Béraud, et elle l'a fouillé corporellement, intégralement. Donc il y avait vraiment une acceptation d'une soumission totale pour éviter toute truquerie, a forcément
proximité a engendré des rumeurs de saphisme, ou lesbianisme selon le terme actuel, qui venaient disqualifier cette chercheuse, cette médium, ses recherches en général, et réduire à néant la qualité des contrôles qui étaient effectués. Donc voilà un petit peu des exemples où la sexualité s'est mélangée au discours sur le paranormal, et vous en avez plein d'autres, puisque les chercheurs hommes qui étaient impliqués dans ces recherches était souvent accusé d'être séduit par les sujets psy dès qu'il privilégiait les performances de tel ou tel individu. euh, on supposait qu'il y avait une connivence qui s'étendait à la sphère romantique, voire sexuelle, et c'est arrivé au meilleur, hein. Vraiment, vous avez des gens comme William Crookes, qui est un très grand physicien anglais, Sir William Crookes, qui s'est vu ressortir les poèmes qu'il avait écrits pour la médium Florence Cook, bien sûr plus jeune que lui. Et donc, à partir de ces poèmes, ils ont supposé que ça avait été plus loin. Vous avez le prix Nobel de médecine Charles Richet, qui, encore il y a une dizaine d'années, dans les magazines, je voyais passer pour un don Juan de pacotille, amoureux d'une fantomette. C'était comme ça qu'il était décrit, parce que il avait un ectoplasme qu'il a pris en photo, hein, euh, qui faisait des danses orientales, un peu dénudées, qui tentaient de le séduire. Et il décrit objectivement, comme un vrai physiologiste qu'il était, la séquence, le timing, etc. Et c'est complètement burlesque, c'est vraiment des scènes de vaudeville incroyables. Et pour le coup, ça lui retombe dessus et ça fait complètement scandale. On oublie presque qu'il a disposé dans la salle 5 appareils photo avec des angles de vue différents qui prennent des photos simultanées et que c'est des méthodologies très avancées sur le plan scientifique. Et on est là plutôt à dire que finalement, il s'est fait complètement berner par une jeune femme. Et ces scandales sexuels, en réalité, émaillent l'ensemble de l'histoire de la parapsychologie. Les parapsychologues n'en parlent pas beaucoup, mais bon, c'est tout à fait relatif, hein. Quand on compare au courant psychanalytique, on a davantage encore de scandales sexuels, mais malgré tout, c'est partie prenante de ces études. Et je résume ce que je vous ai présenté pour cette partie. L'acte sexuel ordinaire peut induire un énoque. Des actes sexuels non ordinaires, consentis ou non, peuvent également induire des énoques. La transe des médiums à effet physique, parce que j'ai donné cet exemple, se juxtapose à un acte sexuel complet, pour certains cas. Certaines expériences exceptionnelles internes sont vécues comme d'ordre sexuel par les gens. Il y a de nombreux courants spirituels qui ont intégré la sexualité comme mode d'accès à l'éveil. La sexualité de nombreux sujets psy n'est pas hétéronormée. Et vous avez beaucoup de chercheurs qui sont accusés d'être séduits par leur sujet psy. Et j'ai transformé ça dans un petit schéma. En fait, bon, j'ai juste créé finalement ces possibilités d'études, hein, qui seront totalement à approfondir. J'ai vraiment pioché des anecdotes à gauche à droite. On, on a probablement des corrélations assez fortes entre sexualité, ordinaire ou non ordinaire, Enoch, et des expériences exceptionnelles, et ça fonctionne aussi dans les autres sens réciproquement. Et je suis à la fin de ma première partie. On peut déjà discuter, si vous voulez, un petit peu de tout ça et me contredire volontiers. Bonjour, merci de ta présentation. Lorsque je faisais l'exposition, je me rappelais de certaines situations qui se passent dans les ateliers dans ce qui concerne la sexualité présente dans la carte médiumnique. Donc, par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de voir une station dans laquelle la médium simulait un accouchement, exactement de cette manière. C'est une chose publique. Elle avait un entraînement pour faire au travail de recevoir les esprits par l'incorporation. Et d'autres variations de médiumnique dans lesquelles il y a des esprits dévoués à traiter la sexualité. Donc, il y a des groupes afro-brésiliens, africains aussi, qui sont très dévoués à ça. Mais dans ce sens, quand tu parles de chercheurs accusés d'être séduits par ce sujet, euh, tu as quelque chose ethnographique pour décrire ce contexte. Donc, parce que c'est un sujet qui m'a frappé beaucoup, m'intéressé beaucoup récemment.
notamment chez le président et le haut mandat, des médiums qui ont été accusés, pas de chercher, mais des médiums, et qui, la cadre qui existait, qui était sociale et collective, elle difficilement permettait quelque chose. Mais dans le cas d'harcèlement, ceux qui harcelaient, ils brisaient la cadre pour avoir des rencontres séparées, isolées. Donc, alors, si on voit la description ethnographique de comment ça marche et pourquoi ils ont cassé, ils ont désobéi, c'est bon, on pourrait penser. Et tu as appris quelque chose alors ethnographique dans ce sens? C'est une question. Oui, mais du coup, c'est ma deuxième partie. C'est bien ça, hein, le teasing. Mais juste, ça m'a fait penser quand tu parlais de la simulation d'accouchement, et bon, les ectoplasmes, bon, c'est plus trop la mode, hein, mais il faut comprendre que ça sortait par tous les orifices. Ça peut sortir par la bouche, ça peut sortir par les tétons, ça peut sortir par le vagin, etc. Et donc, même dans les photos, il y a de la sexualisation. Je veux dire, les chercheurs publient dans leurs revues scientifiques des photos assez dénudées. Voilà, c'est assez drôle. Est-ce qu'il y a d'autres Bon, questions? on ouvre les hostilités. Je vais plus parler du queer après. Peut-être que si vous voulez taquer là-dessus. Alors, moi, j'avais juste une question par rapport à la recherche qu'il y avait eu sur le BDSM. Est-ce que vous avez aussi abordé la question des chemsex, l'utilisation de MDMA, Alors là, on s'est absolument restreint à sans substance. Mais effectivement, j'imagine que les substances pouvaient aussi être une recherche de ces deux ah, organes de conscience aussi. mais tout à fait, tout à fait. En fait, vous avez... Ah, j'ai trop teasé la suite là. Ça marche, hein? C'était juste pour vous offrir une pause de respiration. Du coup, je vais repartir sur cette terminologie de la queerness et je vais aller vers encore une nouvelle notion qui est celle du trickster, que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, je rappelle que l'attitude queer, j'ai pris une définition qui est le fait de ne pas appartenir de façon définitive à une catégorie ou à une autre, d'être dans une sorte de fluidité permanente entre deux positions stables. Et ça fait penser beaucoup à ce qu'Antoine a dit sur le pont qui a besoin en fait de deux bases. Et en réalité, en anthropologie, on a de nombreuses études à la suite d'Arnold van Gennep hein, sur les rites de passage qui vont repérer des pratiques opératoires de transition. Et Victor Turner va étendre ce travail et va analyser la liminalité. Antoine a déjà parlé de personne liminale hein, dès le début de sa présentation. Et donc des processus rituels qui vont jouer sur l'opposition binaire entre quelque chose de structuré à quelque chose qui est anti-structure. Et ces oppositions binaires sont en réalité observées dans la plupart des cultures étudiées par les anthropologues, mais il y a des anthropologues, hein, celles qui pourraient me corriger aussi là-dessus, mais on va avoir cette opposition vie-mort. Ça paraît tout à fait évident. Vie, mort, ce sont des concepts qu'on va retrouver de façon assez générale. Le ciel et la terre, le Dieu et les êtres humains, le mâle et la femelle, l'humain et la bête, les aliments et les excréments, le roi et les pauvres, enfin, et le pauvre, etc. Et donc ces oppositions binaires, ces dichotomies se fondent sur une sorte de logique entière-exclue, on est l'un ou l'autre, soit A, soit non A, et ce type de logique est particulièrement hostile à tout brouillage des distinctions. Dès qu'on commençait à s'amuser un petit peu à se situer dans des zones liminales intermédiaires, et en plus, ces oppositions binaires, vous les voyez, elles sont toujours hiérarchisées. L'un des éléments de la paire est typiquement privilégié. Les hommes ont plus de pouvoir que les femmes, c'est une sorte d'acquis comme ça. Et dès lors qu'une telle structure est subvertie, déconstruite, il va y avoir une inversion des positions privilégiées, il va y avoir un brouillage de la frontière dichotomique, et vous avez des exemples dans plein de cultures, mais on peut prendre ceux dans la nôtre, hein. Vous avez un clown rituel qui va pouvoir manger des excréments. Voilà, ça va être autorisé à un moment. Vous allez avoir un pauvre harlequin qui va prendre place sur le trône. Voilà, ça c'est des réalisations totalement liminales. Et plein de ces tabous structurants ont vocation à être transgressés. C'est vraiment une sorte de dynamique sociétale tout à fait basique. Et on peut, avec Turner, dire que dès qu'une condition liminale est établie, lui, il va utiliser une expression qui est
betwixt and between, et qui est difficile à traduire. On peut tenter de la traduire comme l'entre-deux. On est dans l'entre-deux. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe dans cet entre-deux de position binaire de liminalité? Et donc là, vous avez George Hansen, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui en 2001 a fait un livre qui s'appelle The Trickster and the Paranormal, qui va recenser de nombreux éléments culturels issus du folklore du paranormal notamment, hein, qui vont se situer typiquement dans ces espaces d'entre-deux, liminaux. Vous avez les anges qui sont entre le ciel et la terre, vous avez les ovnis, vous avez les esprits, les médiums, les prêtres, les cryptides, donc ce sont ces animaux inconnus, mi-hommes, mi-bêtes, en Bigfoot, loup-garou, vampire, etc. Et il s'est amusé un petit peu à les répartir hiérarchiquement. C'est pas très grave si on n'est pas d'accord avec l'ordre, mais vous avez cette logique-là où en fait le champ complet du paranormal, c'est un champ de la liminalité. La liminalité sur quasiment presque des invariants culturels, des binarités d'opposition qu'on va retrouver à peu près partout. Et il y a un exemple qu'on a déjà cité hein, rapidement, qui est celui des Berdaches, qui est un prototype en fait de tout ça. Donc Walter Williams en 86, dans son livre Spirit and the Flesh, décrit ces hommes qui portent des vêtements assignés aux femmes et qui adoptent au moins certains des rôles assignés aux femmes, tout en ayant une place acceptable dans leur société et qu'ils sont vus en même valorisés en tant que personnages sacrés dotés de pouvoirs surnaturels. Et donc là, le paranormal se surrajoute à la fluidité de genre. Et ce qui vaut pour les berdaches dans cet entre-deux de l'opposition mâle-femelle, vaut en réalité pour les différents individus que j'ai positionnés dans ces différents intervalles. Et j'ai cassé mon truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, faut que je revienne là. Ok, pardon. Si je reviens là-dedans, vous avez tous ces personnages, anges, ovnis, fantômes, etc. C'est des producteurs, de producteurs de paranormal, de charisme, de thaumaturgie, etc. Et cette opposition structure vs antistructure qui résume chez Turner dans ses derniers ouvrages vraiment ce qu'il pense avoir extrait de toutes ses connaissances, ce qui va se constater, c'est que la hiérarchie se maintient. Il y a toujours cette question-là, mais l'antistructure va aller de pair avec la marginalisation. Donc quand on est en bas, en fait, on est forcément inférieur en tout, on est moins désirable que la catégorie supérieure, on est moins puissant, moins prestigieux, moins privilégié, on est plutôt donc quelque chose de régressif, d'inférieur. Et donc cette condition liminale vient décrire cette tension entre deux pôles qui introduit une sorte de paradoxe. Les situations ou les rôles qu'on dit liminaux, comme celui du berdache, sont presque partout assimilés, toutes les cultures, je veux dire, à des propriétés magico-religieuses, à des pouvoirs originaux. Et en même temps, comme dirait notre cher président, qui sont appréhendés comme des choses dangereuses, inopportunes ou polluantes. Donc, tous ces espaces en jaune, les ovnis, on en a très peur, les prêtres aussi, on devrait, etc. Donc, il y a du pouvoir magique. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire habituellement en haut ou en bas. Et en même temps, on a très peur de ce qu'ils vont faire. Et il y a cette fusion de l'ordre et du désordre. Et c'est pas une simple anarchie, hein. Toute cette zone liminale n'est pas une anarchie, c'est vraiment un moment où se confond l'autorité morale, de responsabilité, prédictible, contrôlée, avec le pouvoir. On a un pouvoir qui, lui, est amoral, voire immoral, qui est irresponsable, qui est incontrôlable et imprévisible. C'est ça, hein, le danger qui est ressenti avec le liminal. Où va venir l'OVNI? Qu'est-ce que va faire l'OVNI? Etc. Et donc là, l'autorité et le pouvoir se mélangent et vous avez, et c'est en écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, de nombreux prophètes, médiums, devins, sorciers, faiseurs de pluie, chamans, qui nous apparaissent comme ça. Des gens extrêmement craints et en même temps extrêmement sacrés. Et donc, cette tension et cette résolution, cette incarnation du paradoxe, ça correspond à une figure qui, dans l'anthropologie, est repérée par la notion de trickster, qui est véhiculée dans beaucoup de cultures, personnifiée ainsi. Alors, vous allez avoir Hermès, qui est le messager des dieux sur Terre,
qui est lui-même le dieu des voyageurs, des voleurs et des frontières. Vous avez Loki qui joue un rôle similaire dans la culture nordique, je ne vais pas tous les faire. Et Hansen, il pense que cet archétype du trickster, ça combine l'ensemble des caractéristiques identifiées par les anthropologues avant lui, Van Gennep, Turner, etc. Et le trickster, c'est le médiateur par excellence entre les oppositions binaires. Donc c'est l'incarnation du liminal, et je vais le dire autrement pour connecter un petit peu de tout ce que je raconte. Le trickster, c'est l'incarnation du queer. Voilà. Et réciproquement, on pourrait dire que l'attitude queer, c'est une dynamique trickstérienne, une dynamique de liminalité qui transite dans justement ces deux pôles. Et voilà comment je souhaite articuler les mots-clés de mon titre. Les trans sont à l'échelle d'un individu, ce que l'attitude queer et le trickster sont à l'échelle d'un collectif. C'est des transitions entre des états stables polarisés. Et alors, quelques applications qu'on peut faire du trickster. Alors, depuis ma première lecture de Hansen, qui remonte à déjà longtemps, j'ai même eu l'occasion de le rencontrer aux États-Unis, j'ai jamais réussi à me débarrasser totalement de ses idées. C'est pas pour autant que je suis méga fan, parce que je trouve que son modèle a une portée explicative dans le champ du paranormal qui m'occupe, qui est extrêmement large, mais qui le rend difficilement maniable. Qu'est-ce qui n'est plus un trickster là-dedans? Et j'avais même essayé d'opérationnaliser, de construire une échelle psychométrique, parce que je me disais, en fait, ça n'a jamais vraiment été testé, et peut-être que je ressortirai ça du placard un jour, on n'a jamais évalué le degré de trickstérité des gens qui vivent des expériences paranormales. C'est au-delà de traits de caractère, c'est des traits sociaux. Est-ce que ce sont des menteurs? Est-ce qu'ils ont des sexualités hétéronormées, etc. On a des questions qu'on n'a pas osé poser aussi à ces sujets. Et ces notions, elles viennent éclairer, je pense, un peu le champ des Énoques, celui de la parapsychologie également, qu'importe la perspective qu'on va choisir. J'ai travaillé sur l'histoire de la parapsychologie en France, et j'ai identifié plusieurs figures liminales ou des conditions liminales. Et il y a des personnages que j'appelle des gardes-frontières. Alors, Antoine m'avait invité à présenter un certain Pierre Janet, hein, qui est devenu professeur au Collège de France. Donc ça, on est dans la structure, la polarité structurelle de fin de carrière. Mais il commence sa carrière en faisant des expériences d'hypnose à distance. Et il se rend compte que ça crée un engouement incroyable. Son nom circule partout, c'est une sorte de star. Les gens abondent de témoignages convergents, mais on lui dit aussi, et c'est Charcot qui lui dit ça, si tu continues dans la voie du merveilleux, tu vas pas faire carrière. Moi, je veux bien t'ouvrir un laboratoire à la Salpêtrière, mais stop. Et donc, Janet fait ça. Il s'arrête d'étudier l'hypnose à distance, il repousse un petit peu les conclusions qu'il avait données lui-même, sans comprendre vraiment ce qu'il a obtenu, et il retourne complètement sa veste pour devenir le critique en chef de tout ce domaine d'études des sciences psychiques, etc. Et oui, j'ai aussi publié sur Henri Piron, qui est un élève de Pierre Janet, qui est extrêmement connu pour le rôle hyper important qu'il a joué sur l'institutionnalisation de la psychologie en France, mais qui a consacré une grande partie de ses recherches à tenir à distance ce champ du paranormal. Hein, il avait créé dans l'année psychologique une rubrique qui s'appelait Métapsychie, dans laquelle il essayait de rendre compte de ses travaux, mais de façon très sélective et très négative. Et vraiment, cette notion de garde-frontière, elle peut expliquer un rapport qu'a pu avoir la psychologie par rapport à la parapsychologie, et c'est un rapport disciplinaire hyper intéressant sur le plan épistémologique. Mais voilà, ils sont incapables de retournements incroyables et en fait, humainement, c'est des personnages très trickstériens parce que si je reprends Janet, Janet, à 16-17 ans, il vit une sorte de crise de foi, de dépression spirituelle qui lui fait manquer une année d'études, qui fait qu'il va pas être dans la même promo que Jaurès et Bergson à l'ENS. Et en fait, ces questions mystiques qui est le tarot vont le poursuivre absolument toute sa vie jusque dans ses derniers travaux. Et on sent bien qu'il lutte contre ses propres inclinations à la croyance dans sa lutte contre le paranormal. Avec un de mes collègues canadiens, sociologue, Eric Ouellet, nous avons essayé de rassembler des travaux de sociologie anomalistique, une sociologie de ces études-là, pour poser justement cette question, parce que moi je ne trouvais pas beaucoup de travaux là-dessus, quels sont les facteurs sociaux et culturels qui conditionnent les phénomènes psy à partir justement de ces caractéristiques structurelles ou antistructurelles des collectifs. Et donc là, on avait plein d'exemples vraiment pratiques où on va voir
C'est une façon de prédire que des groupes qui vont être marginaux, liminaux, pratiquer le communitas, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie interne, tout le monde est à l'horizontale et on communie et on a aussi des pratiques sexuelles comme ça avec des ouvertures, etc. Eh ben, ces groupes-là sont des nids à paranormal. C'est là-dedans qu'il y a les revendications de phénomènes les plus puissants, alors que face à eux, vous avez des groupes hyper hiérarchisés, bureaucratiques, structurés et écrasants, qui fuient et qui évitent le paranormal d'une façon aussi déterminable sociologiquement. Donc, et je pense qu'il y a une sorte de déterminisme social qui n'a jamais vraiment été mis en évidence et qui joue sur l'ensemble du champ du paranormal. Et là, c'était juste une entrée en matière. Le mois prochain, avec le philosophe Emmanuel Just Duitz, que j'appelle Juste, et dans nos dîners, nous publions Face à l'invisible, qui est un ouvrage dans lequel nous allons travailler la question de la part des mythes et du folklore, justement dans la manifestation des mêmes dits phénomènes paranormaux, les ovnis, les expériences de mort imminente, les phénomènes parapsychologiques. Il y a vraiment un arrière-plan culturel qui mérite d'être absolument creusé. Et puis sur un plan plus épistémologique, j'avais essayé de traduire cette notion de trickster sous une autre notion qui était l'élusivité. L'élusivité, c'est habituellement ce que les parapsychologues revendiquent, c'est quand ils essayent d'étudier les phénomènes paranormaux dans des conditions contrôlées de laboratoire, euh, ils ont des problèmes pour vraiment avoir des données fiables, répétables, etc. Ils ont l'impression que le phénomène fuit l'observation objective, comme si les conditions d'observation modifiaient le phénomène. Et ça, c'est une forme d'élésivité naturelle dont les lois commencent à être prédites. Il y a vraiment même des formules mathématiques pour expliquer comment les résultats vont varier en fonction des conditions. Mais il y a un aspect social que j'ai été amené à travailler, c'est que on voit autour de ces phénomènes aussi une sorte d'altération de la crédibilité des messagers, ceux qui revendiquent les phénomènes paranormaux, qu'ils soient des chercheurs, sujets psy, des médiums, ou simplement des témoins. Par exemple, là, je vous mets un cas de maison hantée qui a pris place à Amnéville, c'est à 2 kilomètres de là où j'habitais à l'époque, et qui a fait la une du journal. Et j'ai étudié comment la population locale, et même en fait, il y a même eu des articles au niveau international, comment c'était refoulé socialement, comment c'était réceptionné, géré. Et on voit bien qu'il y a des formes d'attaque, de régulation pour qu'il y ait une sorte de match nul, vraiment un retour à l'équilibre. Tout ce que le poltergeist en première page du journal, filmé par France 3, etc., perturbé de notre système de pensée, était écrasé progressivement, et d'une façon tellement déterminée, que dans ce cas-là particulièrement, j'ai fait des prédictions qui se sont vérifiés en temps et en heure. J'ai pu prédire au jour près comment le phénomène allait se développer socialement. Bon, j'ai eu de la chance, mais c'était quand même, il fallait le dire. Et donc, je peux vous en parler davantage, je ne le ferai pas, mais il y a une forme d'élusivité sociale qui nous amène à aussi réfléchir à ces formes de compensation. Je pense que j'arrive au bout de mon temps, et c'est très bien. Donc, moi qui pensais n'avoir que 20 minutes à vous présenter, comme toujours, j'évalue très bien ce que je... Alors, très souvent, et depuis en fait que j'étudie mon premier mémoire de recherche en 2004 portait déjà sur les personnes qui se disaient hantées, la question qu'on me pose, et que vous allez peut-être me poser, c'est est-ce que tu y crois? Et mes interlocuteurs, quand ils me posent cette question, je trouve ça assez dérangeant. C'est parce que pour eux, il y a forcément besoin de me catégoriser, soit en croyant, soit en sceptique. Et selon ce que je leur réponds, ils vont adapter leur discours, selon leur propre position, leur propre catégorie de référence. Et je trouve que c'est une forme de violence épistémique. Et désormais, je réponds que je suis scientifiquement non binaire. Voilà. Et que je leur laisse leur dichotomie réductrice. Mais bon, est-ce que je suis vraiment légitime à donner cette conférence? Euh, je me considère, et il y a plusieurs qui le savent déjà, comme un cancre en état non ordinaire de conscience. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître les effets de la transe cognitive et de l'hypnose, je ne vis en fait aucune transe au quotidien, à moins de considérer les transes légères que j'ai
quand j'écris. Je ne suis pas non plus dans un processus de transition de genre. Certains des intervenants ont commencé par faire leur profil. Bon, quoique ma mère voulait une fille, avait prévu de m'appeler Fanny, m'a inscrit à la danse classique très jeune et m'a déguisée au carnaval de la maternelle en princesse espagnole, à tel point que ma maîtresse ne m'a pas reconnue. Donc voilà, j'ai toujours eu cette question identitaire qui était présente, enfin genrée, et ça arrive encore au quotidien, au téléphone et parfois même de visu, c'est extrêmement perturbant. Euh, hum, je suis obligé de corriger mon interlocuteur qui m'appelle madame, même plusieurs fois, et même s'il reçoit directement l'information visuelle de ma pilosité faciale légèrement développée, ça tilte pas. Et d'ailleurs, il y a un truc très étonnant, mais je vous le dis ça comme ça en passant. Une fois, j'ai entendu ma voix, qui venait pas de moi, mais qui venait d'une femme en transition pour devenir homme et qui prenait des hormones et dont la voix avait mué pour devenir exactement la mienne. C'était très étrange. Du coup, je pense que je suis d'une certaine façon en transition pour intégrer mon côté queer. Bon, et le côté trickster, ça, je l'assume complètement, hein. Souvent, dans les colloques, j'agis de manière assez disruptive par rapport à la limite de temps qui m'est accordée. Bon. Et ça me fait d'ailleurs transclure sur des questions plus générales. Est-ce que on doit nécessairement militer pour une science des états non normaires de conscience qui soit ordinaire, académique, hétéronormée? Je pense qu'ici, on est en train de un peu bouger les murs de ce côté-là. Faut-il accepter notre queerness en tant que chercheur, notre trickstérité, notre dynamique subversive, tout en publiant des manuels chez Duno, hein, n'est-ce pas, Antoine? Et ce colloque, d'ailleurs, est rendu possible grâce à un magnifique DU sur les trans avec son frère Désu, qui sont l'objet actuellement de nombreuses attaques qui sont considérées comme subversives dans certains milieux. Et je ne pouvais pas finir sans transgresser un tabou en rappelant que ce DU est pointé du doigt dans le dernier rapport de la Mivilude sur la base d'arguments absolument fallacieux et en même temps des arguments totalement prévisibles quand on comprend l'équilibre social autour de ces sujets. Et je vous remercie de la fluidité de votre attention. C'est vraiment pour cet exposé, encore une fois, très dense, qui certainement peut amener beaucoup de questions. Je ne vais pas lui passer la parole, on a des questions dans l'auditoire. On a 5 minutes, un peu plus d'échange. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question sur votre définition du queer que vous définissez comme une espèce de fluidité permanente. Comment est-ce que on pourrait aussi, comment dire, redonner au concept, enfin, c'est pas qu'une question de fluidité, il me semble, et que initialement aussi dans sa construction, il y a quelque chose de l'ordre du refus, quelque chose de l'ordre enfin, de la conscience des oppressions, de l'injustice. Et donc j'ai l'impression que enfin, cette définition, elle dépolitise aussi le concept de queer qui est, pas qui s'est construit aussi en opposition à des contextes, à des concepts plus acceptables d'homosexualité, etc. Voilà, je vais avec la là-dessus. Merci. Hmm. Je pense pas que ce soit incompatible. En fait, donc c'est de la queerness hein, que j'ai défini, et pas queer. Hein, donc ça est défini comme une attitude queer. Et c'est le refus d'être catégorisé de façon définitive. Et être catégorisé, c'est forcément par un tiers. Donc c'est toujours une démarche subversive de pas laisser l'autre imposer sa loi. Et pour le coup, oui, il y a des catégories où on aurait le droit de s'identifier, et même toute sa vie, par exemple comme homosexuel ou quoi que ce soit, et aussi refuser de rentrer dans une boîte, quoi. Et j'entends j'entends qu'il peut y avoir une dimension politique qu'il faut pas oublier, mais je pense pas, en fait, en donnant une définition peut-être très abstraite, je pense que ça laisse prise à d'appropriations d'une attitude queer. Je pense pas incompatible. Et là, du coup, les spécialistes. Merci. Je me demandais, en me parlant de queerness, j'ai l'impression que tu joues un peu avec les mots pour faire des liens et des constructions qui t'amusent. Oui, beaucoup. Euh, mais
enfin, moi, j'ai été interpellée par l'appropriation. Euh, le monde queer est un monde qui lutte, un monde qui souffre. Et reprendre ce mot pour recouvrir une réalité qui est beaucoup plus vaste, de ne pas choisir, de ne pas être dans les cases. Oui, mais enfin, on peut dire ça à des personnes qui sont enfin, qui vivent dans des cabanes tout seuls, on peut dire ça de plein de minorités. Et ici, bah, c'est utiliser un mot pour quelque chose de beaucoup plus large, de beaucoup plus vaste. Et pour moi, c'est l'appropriation culturelle. Ok. Un petit peu surréagi Au début. à mon début. Je m'en excuse pas. Faut pas. Parce que disait, oui. Et d'ailleurs, quand vous dites je suis un scientifique non binaire, alors là, je bondis de tout mon être, parce que c'est au-delà de la réappropriation. Alors, on peut bien sûr faire des allers-retours en fonction du domaine qu'on veut asseoir avec une certaine légitimité. Euh, Être queer, alors queerness, c'est un mot qui est, c'est une nouvelle sémantique. Euh, je rappelle que les débuts du queer sont justement une appartenance définitive à une communauté en lutte et en résistance. Donc, quand j'ai vu cette première définition que vous nous avez proposée, j'ai un petit peu sauté parce que je n'ai vu jamais ça de ma vie. Et justement, la question de la communauté euh, et du queer. Queer, ça veut dire aussi trou du cul. Hein. D'abord, ça veut dire bizarre, mais ça veut dire trou du cul. Et la notion de queer comme insulte, elle est venue dans les années 50 pour décrire les couples de ce qu'on appelle butch fame, donc qui sont des couples lesbiens avec une personne qui va plutôt porter le rôle masculin en s'habillant comme un homme, et la femme qui va être, comme son nom l'indique, dans la féminité. Et donc, le queer est arrivé par ce biais-là. Et il a été repris dans les années 80 par les militants Black Top à New York pour les premières luttes SIDA. Ça, c'est la première chose. Et ce terme-là, qui est comment dire, une réappropriation positive de l'insulte, on ne peut pas, enfin, en tout cas, moi personnellement, et surtout politiquement, on ne peut pas trop laisser des personnes euh, aussi bien intentionnées ce soir utiliser un propos qui leur échappe totalement. Ouais, Ah, merci, merci. Oui, bon, je sais pas si. Euh, On est dans un colloque trans et études de genre aussi pour rencontrer hein, des univers et j'ai essayé de construire un pont, hein, il peut s'effondrer, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a tout un pan de savoir qui travaille sur la liminalité et le trickster et il y a tout un pan autour du queer et des autres notions qu'on a employées. Je me dis que c'est possible de connecter et que ce sera intéressant, ce serait fécond. Vous me dites que ça vous blesse peut-être d'une certaine façon par rapport à des usages, à des identités que vous avez. Je l'entends. Après, voilà, par exemple, quand je dis que je suis scientifique non binaire, c'est une violence en fait pour moi d'avoir à me justifier que j'étudie un sujet et que forcément je dois rentrer dans la case que les gens ont définie. Et c'est une attitude au quotidien, en fait. Et donc, je vous parle je me victimise en tant que scientifique et c'est une appropriation culturelle. Bon, bah, pourquoi pas d'une certaine façon, mais on pourrait aussi être solidaire sur ce genre de choses. Finalement, on ne veut pas être identifié de force par d'autres. Ouais, Donc, par contre, la solidarité, ça ne peut pas avoir un argument-là. Enfin, on peut être solidaire avec les marginalisés, utiliser nos oppressions. Il faut non plus commencer à être solidaire avec des chercheurs qui sont scientifiquement assignés à quelque chose, quoi. Enfin, je comprends, mais parce que la solidarité, pour moi, elle est aussi forte qu'il matériel. On parle de souffrance, de vie, de mort. Enfin, bien je sûr, trouve que c'est. Ouais, il faudrait juste que vous preniez la parole pour qu'on puisse entendre au moins en visio et ouais, c'est voilà, ça. c'était votre sensation si vous avez une vraie question. Ça m'aide à pouvoir soit échanger après coup, soit à lever la main pour donner la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière peut-être
question adressée Il y en a une à dernière. Madame Noire. Merci. C'est pour changer un peu de sujet. J'avais une question sur tout le côté BDSM et déviance sexuelle illégale. J'ai suivi des cours avec Monsieur Joyat au Québec sur ces sujets-là et lui, il préférait parler de continuum au lieu de la liminalité, par exemple. Et donc, je Mhm. voulais juste avoir votre avis sur voilà, la différence entre ces deux choses-là et la hiérarchie qu'on retrouve moins dans le continuum. Du coup, si on utilisait plutôt un continuum au lieu de la linéarité. Euh, ok, merci pour votre question, ou toutes les questions. Euh, Comme j'ai dit, il y a la façon de présenter catégorielle, qui est sexualité ordinaire et non ordinaire, et c'est une remarque que m'avait fait Antoine dès l'arrivée de mon truc. On peut pas réellement la définir comme ça, c'est une illusion d'optique. Et donc, penser en termes de continuum, ben voilà, là, on travaille sur les aspects liminaux, et bien sûr, on sort d'une pathologisation outrancière, ou d'une dépathologisation outrancière aussi, parce qu'il peut y avoir des soucis dans des formes de sexualité ordinaires ou non ordinaires. Euh, mais ces deux points de vue se chamaillent en permanence. Voilà. Et ils coexistent. Donc, je ne pourrais pas dire lequel est le vrai, en fait. Les deux sont là et ont leur propre fonction. Et je rebondis un petit peu quand même, parce qu'il y a encore une question ou... Non, ok. Euh, Par rapport à l'argument de la solidarité. Désolé, encore une fois, si je mets les pieds dans le plat, je m'attendais à ça aussi, hein. Euh, je parle de sujets psy. Alors déjà, c'est un terme horrible que je déteste, mais les médiums, les voyants, les guérisseurs, les praticiens comme ça ou les même simplement les gens qui vivent ces expériences spontanément, qui savent pas à qui en parler. Vous me parlez de questions de vie ou de mort. Moi, je les reçois cliniquement, je les accompagne. Je sais les drames et les stigmatisations du quotidien. Parfois, il vaut mieux être homosexuel que se déclarer voyant dans certains milieux. Voilà. Et il y a aussi des problématiques de rejet culturel qui passent par le paranormal et qui rejoignent tout à fait les questions et les luttes qui sont celles du genre. Nous travaillons à l'Université de Lorraine avec tout un ensemble de gens, des artistes, des philosophes, des anthropologues. On a toute une série de colloques depuis des années autour de parler avec les morts, où nous abordons ensemble ces questions. Et bon, ben, peut-être que vous aviez jamais vu qu'une telle passerelle était possible, mais il y a en fait encore d'autres drames culturels. Par exemple, enfin, combien, enfin, je viens de Lorraine, on est des spécialistes pour tuer les sorcières. C'est des questions de vie ou de mort, d'intégration culturelle de ce sujet. Et puis, comment on a décimé des cultures animistes forcément inférieures à la nôtre. Donc, il y a d'autres registres auxquels s'ouvrir. C'est pas la première lutte et c'est pas la seule lutte qui est celle des militants homosexuels. Là, quoi, qui est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut bâtir des ponts, faire des parallèles, ou pas, jusqu'où on peut aller, je envie de continuer ce débat et une pause après l'intervention des professeurs Pratch là, et on va remercier beaucoup René Gras, ça, ce sont les échanges qui ont été associés.